Nous avons changé toutes les serrures de la porte d'entrée et le code du portail. Nous ne te faisons plus confiance. J'étais en pleine réunion avec des clients lorsque j'ai reçu le SMS de mon père. Ma main a légèrement tremblé tandis que je tenais mon téléphone, lisant le message 2, 3 fois, comme si les mots pouvaient changer de sens. Pendant un instant, le bruit de la salle de conférence a disparu. Les voix de mes collègues du service marketing sont devenues un bourdonnement lointain, tandis que la réalité me frappait comme un coup de poing dans l'estomac. Ils m'avaient enfermé dehors, dans la maison que je payais depuis 2 ans. Je m'appelle Daniel Foster. À 34 ans, je suis directeur du marketing numérique à Chicago et je gagne un salaire que la plupart des gens de mon âge envient. Mais à ce moment-là, assis dans cette salle vitrée avec vue sur le LOP, je me sentais comme ce garçon de 8 ans qui regardait ses parents organiser une fête d'anniversaire élaborée pour ma sœur Brittany, alors que la mienne avait été oubliée. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas, Daniel? Ça va? M'a demandé Sarah, ma collègue, remarquant mon expression. Désolé, j'ai une urgence familiale à régler, ai-je répondu en quittant la pièce d'un pas décidé qui masquait le chaos intérieur. Dans le couloir désert, j'ai tapé une réponse que mon moi de 8 ans n'aurait jamais osé envoyer. D'accord. C'est très malin de votre part. Mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Je n'ai pas précisé ce que c'était. J'ai laissé la curiosité les ronger, tout comme la trahison me rongeait. Pour comprendre pourquoi ce message m'a bouleversé, vous devez connaître la dynamique de la famille Foster. Depuis mon enfance, il y a toujours eu une hiérarchie tacite dans notre maison de 4 chambres à Oakwood Hills. Mes parents, Gregory et Diane, n'ont jamais caché leur préférence pour ma petite sœur. Quand Brittany fêtait son anniversaire, il y avait des fêtes avec des dizaines d'invités, des gâteaux personnalisés et des piles de cadeaux coûteux. Quand c'était mon anniversaire, nous avions des dîners en famille avec un gâteau acheté au supermarché et des cadeaux pratiques, comme des vêtements ou des fournitures scolaires. Si je ramenais un bulletin avec des A, je recevais un signe de tête et peut-être un « bon travail ». Quand Brittany obtenait un B en maths après avoir eu des C pendant des mois, il y avait des célébrations et des récompenses. Brittany a juste besoin de plus d'encouragement, expliquait ma mère chaque fois que je remettais en question cette disparité. Tu es naturellement intelligent, Daniel. Tu n'as pas besoin du même niveau de soutien. À 16 ans, j'avais déjà accepté ma place dans la famille. Je me suis concentré sur mes études et sur la construction de mon avenir, sachant que la reconnaissance à la maison serait toujours limitée. Brittany est devenue la princesse de la famille. Belle, charmante, mais irresponsable avec l'argent et encline à des crises dramatiques que mes parents s'empressaient de résoudre. Après l'université, je me suis lancé dans ma carrière tandis que Brittany passait d'un emploi à l'autre, quittant généralement son travail lorsque celui-ci devenait trop difficile. Elle a épousé Jérémy, un homme charmant mais tout aussi instable qui partageait sa conviction qu'il méritait mieux que ce pour quoi ils étaient prêts à travailler. Il y a 2 ans, mes parents ont été confrontés à une saisie immobilière. Des années de mauvaise gestion financière, le fait d'avoir aidé Brittany à plusieurs reprises et les difficultés commerciales de mon père les ont rendus incapables de payer les 5 600 $ mensuels de l'hypothèque de la maison familiale. Lorsqu'ils m'ont expliqué la situation lors d'un dîner dominical, je leur ai immédiatement proposé mon aide. Je peux prendre en charge les paiements hypothécaires jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied, ai-je proposé. Le soulagement sur leur visage a été immédiat, mais il n'y avait pas de véritable gratitude. C'était comme s'ils avaient toujours attendu cela de moi, le fils responsable qui résoudrait leurs problèmes. Pour pouvoir payer, j'ai renoncé à acheter mon propre appartement. J'ai réduit toutes mes dépenses, des restaurants au voyage. J'ai pris des emplois de consultant le week-end. Le fardeau financier était lourd, mais je me disais que c'était temporaire et que cela valait la peine de préserver notre maison familiale. Tous les dimanches, je me rendais encore à la maison pour le dîner familial, m'asseyant à table avec mes parents, Brittany et Jérémy. La dynamique n'avait pas changé. Brittany était toujours le centre d'attention, ses dernières aventures dominant la conversation, tandis que mes réalisations professionnelles passaient inaperçues. Au cours des derniers mois, j'avais remarqué de subtils changements dans la dynamique familiale. Mes parents semblaient plus réservés, ayant des conversations à voix basse qui s'arrêtaient lorsque j'entrais dans la pièce. Brittany venait plus souvent, disparaissant fréquemment avec ma mère pour discuter de choses qu'elle ne voulait clairement pas que j'entende. J'ai ignoré ses préoccupations, me concentrant sur le maintien de la paix et la poursuite de mon soutien financier. Je ne m'attendais pas à ce que mon dévouement à préserver notre héritage familial se termine par un message m'informant que je n'étais plus le bienvenu dans la maison que je payais. Mais alors qu'ils célébraient probablement leur coup de maître, m'imaginant en larmes à cause de leur trahison, je calculais calmement mon prochain coup. Les signes étaient là depuis des semaines. J'avais simplement choisi de les ignorer. Plus maintenant. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation a évolué d'une manière que personne n'aurait pu imaginer.
Car ce que ma famille ignorait, c'est que j'avais appris bien plus que le marketing numérique au cours de ma carrière. Et ils étaient sur le point de découvrir à quel point je pouvais être stratégique quand on me provoquait. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, alors que je tapais ma réponse énigmatique à mon père, c'est que Brittany avait passé des mois à préparer ce coup. Selon ma tante Catherine, la seule personne de la famille qui ait toujours gardé une certaine neutralité, ma sœur semait la méfiance à mon égard depuis au moins 6 mois. Daniel fait des remarques étranges sur le fait de prendre votre maison, murmurait-elle à ma mère lors de ses visites de plus en plus fréquentes. Il agit comme s'il était le propriétaire simplement parce qu'il paie l'hypothèque. Il m'en veut d'avoir toujours été votre préféré, continuait Brittany, les larmes coulant sur son visage. Jérémy et moi avons peur qu'il essaie de nous expulser quand vous ne serez plus là. Des mensonges calculés. Chaque mot était choisi pour exploiter les insécurités de mes parents concernant le vieillissement et la dépendance financière. La vérité était beaucoup plus simple et beaucoup plus dévastatrice. Brittany et Jérémy étaient ruinés. Complètement ruinés. Jérémy avait perdu son emploi 4 mois auparavant, non pas à cause d'une restructuration de l'entreprise, comme il avait dit à la famille, mais parce qu'il avait volé du matériel de bureau pour le vendre en ligne. Brittany avait été licenciée de son poste d'assistante administrative pour absentéisme chronique, manquant tellement que même les favoris du patron n'avaient pas pu la protéger. Ils avaient 3 cartes de crédit à leur limite, 2 prêts en souffrance et le loyer de leur appartement était dû dans une semaine. La maison familiale n'était pas seulement une commodité, c'était leur seule option avant la rue. Mais expliquer la situation réelle aurait signifié admettre son échec, ce que Brittany n'avait jamais appris à faire. Au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a manipulé la situation pour se présenter comme la victime. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était 3 semaines avant le message sur les serrures. Je suis arrivé pour le dîner du dimanche et j'ai trouvé Brittany déjà installée dans mon ancienne chambre, ses vêtements éparpillés dans l'armoire qui contenait encore certains de mes trophées d'échecs du lycée. C'est temporaire, m'a expliqué ma mère lorsque je lui ai posé la question. Ils ont quelques problèmes avec la direction de l'immeuble. Jérémy a évité mon regard pendant tout le repas, tripotant nerveusement sa nourriture tandis que Brittany monopolisait la conversation avec des récits élaborés sur des entretiens d'embauche qui avaient presque abouti. Le problème, c'est que les entreprises d'aujourd'hui ne valorisent pas les personnes créatives, soupirait-elle dramatiquement. Elles veulent des robots, pas des penseurs innovants comme moi. Mon père acquiesçait. C'est vrai. Le monde des affaires a beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant, quand les gens étaient fidèles à leur entreprise. L'ironie était suffocante. J'étais là, payant 5 600 $ par mois pour leur loger, et je me faisais sermonner sur la loyauté envers l'entreprise par des personnes qui n'avaient jamais gardé un emploi plus de 2 ans d'affilée. Et toi, Daniel ? Demanda Brittany avec un sourire venimeux. Comment avance ton gros projet au travail ? Tu essaies toujours d'impressionner tes patrons ? La façon dont elle a dit « essayer d'impressionner » m'a profondément irrité. Comme si ma réussite professionnelle était une sorte de compensation pathétique pour ne pas être le chouchou de la famille. Ça va bien, ai-je répondu sèchement. En fait, nous venons de signer un contrat de 3 ans avec un client international. C'est merveilleux, a commenté ma mère d'un air distrait, se levant déjà pour aller chercher le dessert. Pendant ce temps, lorsque Brittany a mentionné qu'elle envisageait un poste dans une galerie d'art, un travail que nous savions qu'elle avait inventé, il y a eu 15 minutes de célébration enthousiaste. C'est ce soir-là que Brittany a fait son premier pas direct. « Daniel » m'a-t-elle appelé alors que je partais. « Je peux te parler 1 minute ?» Nous sommes sortis sur la terrasse arrière, où elle a allumé une cigarette, une habitude que nos parents faisaient semblant d'ignorer. « Écoute, je sais que tu as été formidable en aidant maman et papa à s'occuper de la maison, » a-t-elle commencé en soufflant de la fumée dans ma direction. Mais Jérémy et moi, on se disait qu'il était peut-être temps de formaliser les choses. Formaliser comment ? Eh bien, tu vis en ville, tu as ton propre appartement, ta propre vie. Nous sommes ici, nous aidons à prendre soin de nos parents tous les jours. Ne serait-il pas plus logique que la maison nous appartienne officiellement ? Tu pourrais continuer à nous aider financièrement, bien sûr, mais le fait que la propriété soit à notre nom apporterait plus de stabilité à tout le monde. J'ai ri. Je lui ai littéralement ri au nez. Brittany, tu me suggères de continuer à payer l'hypothèque d'une maison qui vous appartiendrait légalement, à toi et Jérémy. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une famille, a-t-elle rétorqué en jetant sa cigarette dans le jardin. Tout le monde contribue comme il peut. Tu contribues avec ton argent, nous contribuons avec notre présence. La présence ne paie pas l'hypothèque. Ça a toujours été comme ça, Daniel. Tu t'occupes des chiffres, je m'occupe du cœur. Mais maintenant que nous sommes tous plus âgés, il est temps de reconnaître que certaines contributions ont plus de valeur que d'autres.
Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Son audace désinvolte, sa présomption que ma contribution financière était secondaire par rapport à sa présence, la suggestion que je devrais me sentir reconnaissant de financer leur vie. Mais le pire était encore à venir. 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient consulté un avocat au sujet des droits au logement et des contributions non financières à la propriété familiale. Je l'ai appris parce que l'avocat, Richard Thompson, un vieil ami de golf de mon père, m'a appelé directement. « Daniel, je sais que cela ne me regarde pas, mais votre famille m'a contacté au sujet de certaines questions juridiques liées à la maison. » m'a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. « J'ai pensé que vous deviez savoir qu'ils explorent des options pour transférer la propriété. » Sans me consulter. Apparemment, ils estiment que, comme tu ne vis pas là-bas et qu'ils s'occupent quotidiennement de tes parents, ils ont un argument juridique pour obtenir la maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de Brittany qui voulait la maison. C'était un complot familial pour me voler 2 ans de remboursements hypothécaires et me laisser sans rien. Ma propre famille essayait de m'arnaquer légalement. La conversation s'est terminée par Richard me conseillant de trouver mon propre avocat. « Je ne peux pas représenter les 2 parties, » m'a-t-il dit, mais je peux vous dire que la situation est compliquée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon appartement, à réfléchir à l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement les 130 000 $ que j'avais investis. C'était toute une vie passée à être traité comme un citoyen de seconde zone qui avait abouti à une tentative coordonnée de me voler. Mais tandis qu'ils célébraient secrètement leur brillante stratégie, je commençais à élaborer la mienne. Car il y avait une chose qu'ils avaient toujours sous-estimée chez moi. Je n'étais pas devenu directeur marketing à 34 ans en étant passif ou naïf. Je savais réfléchir de manière stratégique. Je savais anticiper les mouvements. Et je savais comment gagner. Le jeu ne faisait que commencer, et ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Le lendemain matin, après le SMS sur les serrures, j'ai appelé ma banque et pris rendez-vous de toute urgence. Pas pour affronter ma famille, cela aurait été amateur et prévisible. Il était temps de jouer à leur niveau. Et ils allaient découvrir que j'étais bien meilleur qu'ils ne l'imaginaient. La réunion à la banque fut révélatrice d'une manière que je n'avais pas prévue. « Monsieur Foster », dit Amanda Rodriguez, ma chargée de clientèle, en examinant mon compte à l'écran. « Je vois que vous effectuez depuis 2 ans des virements mensuels de 5 600 $ sur un compte au nom de Gregory Foster. C'est une situation inhabituelle. Comment cela? Eh bien, techniquement, vous n'avez aucune responsabilité légale pour cette hypothèque. Le prêt est exclusivement à son nom. Si quelque chose arrivait à vos parents, ou s'ils décidaient de vendre, vous n'auriez aucun droit sur la propriété, quel que soit votre apport. » La froideur des mots de la banque a cristallisé quelque chose que j'avais essayé d'ignorer. J'étais un locataire qui payait un loyer pour une maison dans laquelle je ne pouvais plus entrer. Et si j'arrêtais de payer? Amanda m'a regardé avec un air professionnel. Son compte serait alors à découvert, en supposant qu'il n'ait pas d'autre source de revenus suffisante. Après 90 jours de retard, la banque entamerait la procédure de saisie. Combien de propriétaires avez-vous vu perdre leur maison à cause d'une saisie? Beaucoup, répondit-elle sans hésiter. Surtout des personnes âgées en situation financière précaire. Je quittais la banque avec une lucidité cristalline. Ma famille m'avait mis dans une position où j'étais à la fois indispensable et dispensable. Ils avaient besoin de mon argent, mais pas de mon respect. C'est cet après-midi-là que je reçus l'appel de tante Catherine. « Daniel, j'ai quelque chose à te dire », m'a-t-elle dit d'une voix tendue. « Je suis allé chez tes parents hier. Brittany était là avec des papiers, elle parlait de formaliser la situation de la propriété. » Mon sang s'est glacé. Quel genre de papier? Quelque chose concernant un transfert de propriété basé sur des soins à domicile et une résidence établie. Je l'ai entendu dire que tu avais accepté de continuer à payer même après le transfert. Je n'ai jamais accepté cela. Je sais. C'est pour cela que je t'appelle. Elle fit une pause. Daniel, il y a autre chose. Brittany montrait des relevés bancaires à un avocat. Des relevés de ton compte. Ma vision s'est brouillée de rage. Non seulement ils essayaient de voler la maison, mais ils enquêtaient sur mes finances personnelles. Comment a-t-elle obtenu mes relevés? Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu Jérémy mentionner quelque chose à propos des informations obtenues par l'intermédiaire de la banque familiale. La banque familiale. Mon père m'avait ajouté comme mandataire sur certains comptes il y a quelques années, en cas d'urgence. Une autorisation qui était apparemment utilisée à mauvais escient pour m'espionner. Ce soir-là, je n'arrivais à me concentrer sur rien. Assis dans mon appartement, contemplant la vue sur la ville que j'avais appris à aimer,
je réalisais que ma propre famille menait une opération de reconnaissance contre moi. Comme si j'étais un ennemi. Le coup de grâce est arrivé le dimanche suivant. Je suis arrivé pour le dîner familial, je ne savais pas encore que ce serait le dernier, et j'ai trouvé une atmosphère étrangement festive. Brittany était radieuse, Jérémy souriait plus que je ne l'avais vu depuis des mois, et mes parents semblaient célébrer quelque chose. « Daniel !» s'est exclamée ma mère avec un enthousiasme forcé. « Je suis ravi que tu sois venu. Nous avons une merveilleuse nouvelle. » Je me suis assis à table, sentant déjà un nœud dans l'estomac. « Nous avons décidé d'officialiser la situation de la maison », a annoncé mon père, comme s'il m'annonçait une promotion. Brittany et Jérémy vont devenir les propriétaires officiels, ce qui rendra les choses plus stables pour nous tous. Plus stables comment? Eh bien, ils seront là tous les jours pour prendre soin de nous quand nous vieillirons. C'est une énorme responsabilité, expliqua ma mère. Et toi, avec ta carrière florissante en ville, tu n'auras plus à te soucier de ces détails pratiques. Brittany me regarda droit dans les yeux. Évidemment, nous espérons que tu continueras à contribuer financièrement. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Son audace était stupéfiante. Elle était assise dans mon fauteuil préféré, dans la maison que je payais, me disant qu'elle en était désormais la propriétaire et que je devais continuer à financer son privilège. « Et si je ne suis pas d'accord ?» demandai-je calmement. Un silence gênant s'installa autour de la table. Jérémy s'éclaircit la gorge. « Eh bien, techniquement, tu n'as pas le choix en matière de propriété. Mais je suis sûr que tu feras ce qu'il faut pour la famille. » Ce qu'il faut. Daniel, intervint ma mère, tu as toujours été responsable. Tu t'es toujours occupé de nous tous. Tu n'allais pas t'arrêter maintenant juste parce que quelques papiers avaient changé de nom, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils ne me voyaient pas comme leur fils ou leur frère. Ils me voyaient comme une source de financement. Un distributeur automatique avec des sentiments qu'ils pouvaient manipuler quand cela leur convenait. Je dois y réfléchir. Ai-je répondu en me levant de table. Réfléchir à quoi? Harry Brittany. Daniel, sois réaliste. Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas de famille à charge. Pourquoi serait-ce un problème de continuer à aider tes parents âgés? Parce qu'ils ne seront plus mes parents âgés que j'aide. Ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Ce seront les beaux-parents de la femme qui vient de voler la maison familiale. Le dîner s'est terminé dans un silence glacial. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon meilleur ami Marcus, qui avait été témoin pendant des années de cette dynamique familiale dysfonctionnelle. « Mec, m'a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation, tu dois arrêter ça maintenant. Ils te volent littéralement sous ton nez et s'attendent à ce que tu les remercies. Mais c'est la maison familiale, Marcus. Elle contient tous les souvenirs de mes grands-parents. Et maintenant, elle contiendra aussi le souvenir de la façon dont tu as été humilié par ta propre sœur. C'est vraiment les souvenirs que tu veux associer à cet endroit? » Il avait raison, mais la partie émotionnelle de moi-même résistait encore. « Écoute, » a poursuivi Marcus, « si tu arrêtes de payer maintenant, que se passera-t-il? La banque prendra la maison. Et ensuite? Mes parents n'auront plus de place où vivre. Daniel, tes parents ont 65 et 63 ans. Ils ne sont pas invalides. Ils peuvent travailler, ils peuvent déménager dans un endroit plus petit, ils peuvent faire ce que des millions d'Américains font tous les jours, vivre selon leurs moyens. Mais Brittany est une femme adulte qui n'a jamais appris à être responsable parce qu'elle a toujours eu toi pour régler ses problèmes. Il est peut-être temps qu'elle grandisse. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à faire des calculs. En 2 ans, j'avais remboursé 134 400 $ de prêts immobiliers. De l'argent qui aurait pu servir d'acompte pour ma propre maison, d'investissement pour ma retraite ou de voyage que je n'ai jamais fait. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email inattendu de Richard Thompson, l'avocat de la famille. « Daniel, j'ai besoin de vous parler de certains documents que votre famille m'a demandé d'examiner. Il y a des questions d'éthique dont je dois discuter. Pourriez-vous passer à mon bureau ?» Lors de la réunion, Richard m'a montré les documents que Brittany lui avait apportés. Ils essaient d'établir que votre sœur a des droits de propriété fondés sur les soins à domicile et la résidence établie, m'a-t-il expliqué. Le problème, c'est qu'ils veulent également inclure une clause stipulant que vous avez accepté de continuer à payer l'hypothèque après le transfert. Je n'ai jamais donné mon accord. Je sais. C'est pour cela que je vous ai appelé. D'un point de vue juridique, cela constituerait une fraude si cela se faisait sans votre consentement explicite. Mais il y a autre chose. Il ouvrit un autre dossier. Ils m'ont apporté vos relevés bancaires, Daniel, obtenus sans votre autorisation. C'est un autre signal d'alarme sur le plan juridique.
C'est à ce moment-là, assis dans le bureau de Richard Thompson, en regardant les documents que ma propre famille avait falsifiés en mon nom, que j'ai pris ma décision finale. Ils avaient franchi la ligne qui sépare une famille dysfonctionnelle d'une conspiration criminelle. Et j'avais tout documenté. Richard, ai-je dit, j'aurais besoin que vous me recommandiez un avocat spécialisé dans les fraudes familiales. Et j'aurais besoin d'une copie de tous ces documents. Je peux m'en occuper, a-t-il répondu. Daniel, puis-je vous donner un conseil non sollicité? Bien sûr. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille, c'est de lui apprendre les conséquences de ses actes. Lorsque je suis sorti de ce bureau, je n'étais plus le Daniel qui cherchait désespérément l'approbation de sa famille. J'étais un homme avec un plan. Et ma famille était sur le point de découvrir que sous-estimer le « fils responsable » avait été la plus grande erreur de leur vie. Je quittais le bureau de Richard Thompson avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ma famille avait franchi la ligne qui sépare la dysfonction familiale de la conspiration criminelle, et j'avais désormais des documents juridiques pour le prouver. Mais les documents ne payaient pas les hypothèques. Et les hypothèques en retard conduisaient à la saisie. Ce serait mon arme. J'ai d'abord pris rendez-vous avec Amanda Chen, une avocate spécialisée dans les fraudes familiales que Richard m'avait recommandée. Son bureau était situé dans un gratte-ciel du centre-ville de Chicago, avec vue sur le lac, le genre d'endroit qui inspire confiance par sa discrétion professionnelle. D'après ce que vous m'avez dit, a déclaré Amanda en examinant les documents que j'avais apportés, vous avez un dossier solide pour tentative de fraude. Votre famille a tenté de vous impliquer dans des documents juridiques sans votre consentement, a obtenu vos relevés bancaires illégalement et tente de vous voler des biens sur la base de fausses allégations. Mais légalement, suis-je obligé de continuer à payer? Absolument aucune. Vos paiements étaient volontaires. Vous pouvez les arrêter à tout moment. Elle se pencha vers lui. Daniel, puis-je vous poser une question personnelle? Que voulez-vous vraiment qu'il se passe ici? Il réfléchit attentivement. Je veux qu'ils assument les conséquences de leur choix. Je veux qu'ils cessent de me considérer comme un distributeur automatique. Et je veux que Brittany apprenne que la manipulation a un prix. Alors vous ne voulez pas les détruire complètement. Je ne veux pas les détruire. Je veux qu'ils grandissent. Amanda sourit. C'est une distinction importante. Je vous suggère de tout documenter méticuleusement avant de faire quoi que ce soit. S'ils essaient de vous poursuivre plus tard, nous voulons un dossier à toute épreuve. Au cours des jours suivants, j'ai constitué un dossier complet. J'ai imprimé tous les relevés bancaires montrant les 134 400 $ que j'avais payés en 2 ans. J'ai classé tous les SMS, y compris celui concernant les serrures. J'ai rassemblé les emails concernant mon aide temporaire jusqu'à ce qu'ils se remettent. Plus important encore, Amanda m'a aidé à obtenir des copies officielles des documents frauduleux que Brittany avait apportés à Richard Thompson, y compris la signature falsifiée visant à m'engager à effectuer des paiements futurs. Ce sont des preuves criminelles, a fait remarquer Amanda. S'il tente d'aller de l'avant, il pourrait faire face à des accusations de fraude. Pendant que je constituais mon dossier juridique, ma famille célébrait sa victoire. Selon ma tante Catherine, qui était devenue ma seule source d'information sur ma famille, Brittany se comportait déjà comme si elle était la nouvelle propriétaire de la maison. Elle est en train de redessiner le jardin, m'a confié Catherine lors d'une de nos conversations hebdomadaires. Elle parle de transformer son ancienne chambre en bureau pour Jérémy. C'est comme si elle marquait son territoire. Et mes parents? Ils semblent soulagés, honnêtement. Comme si un poids leur avait été enlevé des épaules. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment compris l'impact financier de l'acceptation de son aide. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Ils étaient soulagés de se débarrasser de moi. La deuxième phase de mon plan impliquait un timing stratégique. Le paiement de l'hypothèque était prévu pour le 1er de chaque mois. Nous étions le 25 lorsque j'ai reçu le message concernant les serrures. Cela me laissait exactement 6 jours pour tout préparer. J'ai appelé ma banque et pris rendez-vous avec Amanda Rodriguez pour le 30. Je souhaite annuler tous les virements automatiques vers le compte de Gregory Foster, ai-je expliqué. Tous, y compris celui de 5600 $? Surtout celui-là. Monsieur Foster, puis-je vous demander pourquoi? Cela va entraîner un changement important dans votre situation financière. J'ai brièvement expliqué que je mettais fin à un accord familial qui ne fonctionnait plus. Amanda, en professionnelle, n'a pas posé d'autres questions, mais m'a demandé de confirmer par écrit. Afin de vous protéger, vous et la banque, m'a-t-elle expliqué, j'aurai besoin d'une déclaration écrite confirmant que vous êtes conscient des conséquences possibles pour le destinataire de ces virements. J'ai rédigé une lettre simple. Je confirme que je mets volontairement fin à tous les virements automatiques vers le compte de Gregory Foster, à compter du 1er septembre 2024.
Je suis conscient que cela peut entraîner une insuffisance de fonds sur son compte et les conséquences qui en découlent. J'ai signé avec la satisfaction de celui qui reprend enfin le contrôle de son destin. Mais l'élément le plus crucial de mon plan était le moment de la révélation. Je ne voulais pas qu'il découvre le paiement annulé avant qu'il ne soit trop tard pour prendre des mesures préventives. Cela signifiait que je devais agir normalement jusqu'au 1er. Au cours de cette dernière semaine, j'ai maintenu ma routine habituelle. J'ai répondu aux messages de ma famille avec une politesse laconique. Lorsque ma mère m'a envoyé une photo de Brittany rangeant la cuisine, j'ai simplement répondu « cool ». Jérémy a même eu l'audace de m'envoyer un message. « Salut Dan, merci d'être si cool à propos de toute cette histoire avec la maison. Ça montre à quel point tu es mature. La famille d'abord, pas vrai ?» J'ai répondu « Bien sûr, Jérémy. La famille d'abord. » Si seulement il avait compris l'ironie de cette phrase. Marcus, mon meilleur ami, était initialement inquiet au sujet de mon plan. « Mec, tu es sûr de toi? Une fois que tu auras annulé ces paiements, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Marcus, ils ont littéralement essayé de me frauder légalement. Ils ont falsifié ma signature. Ils ont obtenu mes relevés bancaires sans autorisation. Qu'est-ce qui te fait penser que je devrais continuer à être le distributeur automatique de billets de la famille? Tu as raison, a-t-il admis. C'est juste que ça va être explosif. Toute ta famille va s'effondrer. Ma famille s'est déjà effondrée, ai-je répondu. Je cesse simplement de faire semblant qu'elle existe encore. Le soir du 31 août, j'ai passé en revue une dernière fois tout mon plan. J'avais prévu des solutions pour chaque réaction possible. S'ils essayaient de me poursuivre en justice, j'avais amende à chaîne et des preuves de fraude. S'ils essayaient de me culpabiliser, j'avais des documents prouvant 2 ans d'exploitation. S'ils essayaient une réconciliation de dernière minute, trop peu, trop tard. Plus important encore, j'avais calculé exactement combien de temps ils avaient avant que la saisie ne devienne inévitable. Avec les revenus limités de mes parents et les antécédents de crédit de Brittany et Jérémy, ils avaient peut-être 60 jours pour trouver une solution avant que la banque n'entame une procédure officielle. 60 jours pour apprendre que les actes ont des conséquences. 60 jours pour découvrir ce que l'on ressent lorsqu'on est abandonné par sa famille. Si vous suivez cette quête de justice familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires similaires de personnes qui ont refusé de se laisser marcher dessus. Le matin du 1er septembre, je me suis réveillé à 5h30. Pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais impatient. J'ai préparé mon café, lu les nouvelles et répondu à quelques emails professionnels. Une routine normale pour un homme qui avait décidé de donner la priorité à son propre bien-être pour la première fois depuis des années. À 9h, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement la banque qui appelait mon père au sujet d'un paiement en souffrance. Puis ma mère a appelé. Ensuite, Brittany. Puis Jérémy. Et enfin mon père. Je n'ai répondu à aucun appel. À la place, j'ai envoyé un SMS au groupe familial. Je comprends que vous ayez des questions sur la situation financière. Mon avocate, Amanda Chen, est disponible pour discuter de toute question juridique. Voici son numéro. Je suis sûr que vous pouvez régler cela entre vous, car je ne suis plus assez fiable pour entrer dans la maison. Puis j'ai éteint mon téléphone. Le jeu avait commencé, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je jouais pour gagner. À 9h47, mon téléphone a explosé. Brittany a été la première. Daniel, qu'est-ce que tu as fait? La banque appelle pour un paiement en retard. Mon père a été le deuxième. Fils, il doit y avoir une erreur. La banque dit qu'il n'y a pas eu de virement ce mois-ci. Ma mère a tenté l'approche émotionnelle. Danny, s'il te plaît, réponds au téléphone. Nous sommes désespérés ici. Jérémy est allé droit au but. Mec, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce n'est pas drôle. Alors que les messages inondaient mon écran, je buvais tranquillement mon café dans mon bureau, regardant Chicago se réveiller par la fenêtre. Chaque notification était comme une musique pour mes oreilles, la symphonie de la réalité rattrapant enfin ma famille. À 11h30, j'ai décidé de répondre. Pas aux appels désespérés, mais par un message de groupe, j'ai bien reçu vos messages. Malheureusement, je ne peux plus contribuer financièrement à une propriété dont j'ai été explicitement exclu. Je suis sûr que vous comprendrez. La réponse a été immédiate et furieuse. Daniel Faustet, a tapé Brittany en majuscule, tu ne peux pas simplement arrêter d'e payer parce que tu fais un caprice. C'est du chantage émotionnel, a ajouté Jérémy. Tu essaies de nous forcer à te donner la maison. Mon père a tenté d'user de son autorité. Daniel, vous avez une responsabilité morale envers cette famille. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. J'ai répondu avec un calme qui, je le savais,
les énerverait encore plus. Abandonner? Choix de mots intéressant, étant donné que vous avez littéralement changé les serrures pour m'empêcher d'entrer. 3 petits points sont apparus et ont disparu à plusieurs reprises. Il tapait et effaçait, réalisant probablement qu'il n'avait pas de réponse valable à cela. Finalement, ma mère a tenté la négociation, nous pouvons en discuter entre adultes. Que diriez-vous de dîner ensemble ce soir? Dans la maison où je ne peux pas entrer? Comment cela pourrait-il fonctionner exactement? Encore un silence numérique. À 14 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Daniel Foster. La voix était professionnelle, contrôlée. Oui. Ici Robert Chen de la First National Bank. Je vous appelle au sujet du compte hypothécaire de Gregory Foster. Je crois comprendre que vous effectuez des virements réguliers sur ce compte? Oui, mais je les ai annulés hier. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai souri, m'attendant à cette question. Monsieur Chen, je ne suis pas co-signataire de ce prêt, n'est-ce pas? C'est exact. Et je n'ai aucune obligation légale d'effectuer ces paiements. Aucune obligation légale. Alors la raison n'a pas d'importance. Il s'agissait de contributions volontaires que j'ai décidé d'arrêter. Il y eut un silence. Je comprends. Monsieur Foster, puis-je vous demander s'il y a une possibilité de réconciliation? Le compte sera en défaut de paiement après 30 jours de retard. Cela dépend entièrement des propriétaires du bien, Monsieur Chen. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un autre message au groupe familial. Je viens de parler à la banque. Vous avez 30 jours pour régler la situation. Je vous suggère de commencer à chercher un emploi. Le téléphone a immédiatement sonné. C'était mon père. Daniel. Sa voix était brisée. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Nous sommes ta famille. La famille, ai-je répété lentement. C'est intéressant que ce mot revienne maintenant que vous avez besoin de quelque chose. Nous avons commis une erreur avec les serrures. Brittany avait peur. Papa, épargne-moi ça. Je suis au courant pour les faux documents. Silence total à l'autre bout du fil. Richard Thompson m'a montré les papiers que vous lui avez remis. Avec ma signature falsifiée, acceptant de continuer les paiements après le transfert de propriété. Daniel, c'est un malentendu. Et je sais pour les relevés bancaires que vous avez obtenus illégalement. Brittany pensait vraiment que personne ne s'en rendrait compte? Sa respiration s'est alourdie. Comment as-tu? Parce que contrairement à vous, je ne sous-estime pas les gens. Et parce que j'ai une avocate très compétente qui a tout documenté. Une avocate. C'est alors que j'ai joué ma dernière carte. Amanda Chen. Spécialiste en fraude familiale. Elle a des copies de tous les documents falsifiés, des preuves de l'obtention illégale de mes relevés bancaires et une chronologie complète du complot visant à me frauder. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Papa, tu es toujours là? Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Sa voix était vaincue. Je veux que vous assumiez les conséquences de vos choix. Je veux que Brittany apprenne que la manipulation a un prix. Et je veux que vous arrêtiez de me considérer comme votre banque personnelle. Et la maison? La maison sera saisie, à moins que vous ne trouviez un moyen de payer l'hypothèque sans moi. Ce qui, étant donné qu'aucun de vous n'a eu d'emploi stable au cours des 2 dernières années, semble peu probable. 15 minutes plus tard, Brittany est apparue dans mon bureau. Oui, elle avait réussi à découvrir où je travaillais et à passer la sécurité. C'était tout à elle. Quand elle était désespérée, toutes les règles sociales disparaissaient. « Daniel !» cria-t-elle en faisant irruption dans la réception. « Il faut qu'on parle. » Mon assistante, Sarah, se leva, alarmée. « Monsieur Foster, dois-je appeler la sécurité? » « Non, tout va bien, » ai-je répondu calmement. « C'est ma sœur. Laissez-nous un instant, s'il vous plaît. » Brittany est entrée dans mon bureau comme une tornade, les cheveux en bataille, les yeux rougis par les larmes. C'était la première fois que je la voyais véritablement désespérée. « Tu détruis la famille, » m'accusa-t-elle. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa a des problèmes de tension. C'est ça que tu voulais? Ce que je voulais, répondis-je en m'asseyant calmement dans mon fauteuil, c'était être traité avec un minimum de respect et de gratitude pour les 134 400 $ que j'ai payés pour vous loger. Tu as toujours été obsédé par l'argent. Non, Brittany. Vous avez toujours été obsédé par MON Argent. Elle s'est jetée sur la chaise en face de mon bureau. D'accord, nous avons fait des erreurs. Mais peux-tu nous pardonner? Nous sommes une famille. La famille, ai-je répété. Tu veux savoir ce que fait une famille?
Une famille ne falsifie pas de signature. Une famille n'obtient pas illégalement des relevés bancaires. Une famille n'essaie pas de voler 130 000 $ de contribution et ensuite de mettre quelqu'un à la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es au courant pour les papiers? Je sais tout, Brittany. Chaque mensonge. Chaque manipulation. Chaque document falsifié. Elle déglutit. Daniel, si tu nous poursuis en justice. Qui a parlé de poursuite judiciaire? Brittany, je n'ai pas besoin de vous détruire légalement. Vous êtes en train de le faire vous-même. C'est à ce moment-là que j'ai vu la compréhension totale traverser son visage. Il ne s'agissait pas seulement des paiements hypothécaires. Elle réalisait enfin que ses actions avaient des conséquences. Que manipuler les gens avait un prix. Que le frère responsable, qu'elle avait toujours pris pour acquis, avait des limites. Que veux-tu pour régler ça? Demanda-t-elle d'une petite voix. Je souris pour la première fois depuis le début de notre conversation. Brittany, tu n'as toujours pas compris. Il n'y a rien à régler. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Alors qu'elle quittait mon bureau en larmes, j'ai appelé Amanda Chen. Tout est documenté? Ai-je demandé. Chaque mot. S'ils intentent une action en justice contre vous, ils admettront avoir commis une fraude criminelle. Parfait. Ce que ma famille ne comprenait pas, c'est que ce n'était que le début. Ils pensaient que perdre la maison serait la fin. Mais je venais seulement de commencer à leur enseigner les conséquences. Et la prochaine leçon serait la plus dévastatrice de toutes. 3 mois plus tard, je signais les documents de ma nouvelle maison. Une belle propriété de 3 chambres à Lincoln Park, avec vue sur le lac Michigan. La même somme que j'avais gaspillée pour payer l'hypothèque de ma famille était désormais la compte pour la maison de mes rêves. Félicitations, Monsieur Foster, m'a dit mon agent immobilier en me remettant les clés. C'est une réussite impressionnante pour quelqu'un de votre âge. Si seulement elle savait que cette réussite m'avait coûté toute ma famille. La saisie immobilière de la maison de mes parents a été finalisée il y a 6 semaines. La banque a vendu la propriété à 60% de sa valeur marchande à un jeune couple avec des jumeaux. Ironiquement, ils rénovent la cuisine, exactement ce que Brittany avait prévu de faire lorsqu'elle serait devenue propriétaire. Mes parents ont emménagé dans un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Pour la première fois depuis des décennies, mon père a trouvé un emploi à temps partiel comme conseiller financier. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma mère a commencé à travailler dans une bibliothèque locale, et selon tante Catherine, elle découvre une indépendance qu'elle n'a jamais connue. Il semble plus petit, m'a confié Catherine lors de notre café mensuel. Mais aussi plus authentique. Comme si cette grande maison était une scène où il jouait des rôles qu'il ne pouvait pas assumer. Brittany et Jérémy se sont séparés 2 mois après l'exécution. Sans la maison de mes parents comme filet de sécurité, la pression financière a mis à nu toutes les fissures de leur mariage. Jérémy est retourné dans le Colorado, probablement pour vivre au crochet de sa famille. Brittany a trouvé un emploi administratif dans une clinique vétérinaire, le premier emploi stable de sa vie. Elle vit maintenant dans un studio et conduit la même voiture de 2015 que je l'avais aidée à acheter il y a quelques années. D'après les publications que je vois parfois sur Instagram, elle semble apprendre les bases de la vie adulte, comme cuisiner et gérer un budget. Qui aurait cru que ce serait à 31 ans qu'elle grandirait enfin? Le plus surprenant, c'est que j'ai reçu une lettre d'elle il y a 2 semaines. Pas un message dramatique ni un appel téléphonique larmoyant, mais une lettre manuscrite. Petite, sur du papier ordinaire. Daniel, je sais que je ne mérite pas ton pardon et je ne te le demanderai pas. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pour la première fois de ma vie, je paie mes propres factures et je dors dans un lit que j'ai acheté moi-même. C'est effrayant, mais aussi libérateur. Merci de m'avoir forcé à grandir. B. Garder ou jeter cette lettre a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Finalement, je l'ai mise dans un tiroir. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que même les personnes les plus perdues peuvent trouver leur chemin lorsqu'elles sont obligées d'affronter la réalité. Ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sans le fardeau financier de 5 600 $ par mois, j'ai non seulement pu acheter ma maison, mais aussi faire des investissements qui rapportent déjà des bénéfices importants. Ma carrière a décollé. Sans le stress émotionnel constant lié à la manipulation familiale, ma productivité et ma créativité ont explosé. Plus important encore, j'ai découvert qui je suis vraiment lorsque je ne suis pas constamment en train d'essayer de plaire à des gens qui me considèrent comme leur banquier personnel. Marcus est devenu mon meilleur ami, pas seulement quelqu'un qui me réconfortait après des dîners de famille dévastateurs. Nous avons commencé à voyager ensemble, à faire les voyages que j'avais toujours repoussés parce que je devais aider ma famille. La semaine dernière,
j'ai rencontré Sarah lors d'une conférence sur le marketing. Elle est intelligente, indépendante, et lorsque j'ai brièvement mentionné ma situation familiale passée, sa réaction a été « Ils ont fait quoi ? C'est bien que tu te sois débarrassé de cette toxicité. » Pas de pitié. Pas de suggestion pour réconcilier la famille. Juste la reconnaissance que j'avais fait le bon choix. Il y a 3 mois, j'ai reçu un appel inattendu de Richard Thompson, l'avocat de la famille. « Daniel, je voulais vous informer que vos parents m'ont contacté pour vous poursuivre pour abandon de famille. » Je leur ai bien sûr expliqué qu'il n'y avait aucune base légale pour cela. En fait, avec les preuves de fraude que vous avez documentées, toute action en justice serait contre-productive pour eux. Et comment ont-ils réagi? Ton père est resté silencieux. Ta mère a pleuré un peu. Brittany. Eh bien, elle a crié pendant un quart d'heure sur le fait que la famille devait se soutenir mutuellement. Et après? Après, ils ont compris qu'il était temps de grandir. La leçon la plus importante de toute cette expérience n'était pas la vengeance ou la justice. C'était la valeur de soi. Pendant des années, je me suis convaincu que l'amour familial signifiait un sacrifice unilatéral. Qu'être responsable signifiait soutenir indéfiniment les irresponsables. J'ai découvert que l'amour véritable, familial ou non, exige de la réciprocité. Il exige du respect. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de permettre aux gens d'assumer les conséquences de leurs choix. Ma famille m'a appris que je n'avais de valeur que tant que j'étais financièrement utile. Je leur ai appris que c'était faux. Certains ont qualifié ma réaction de cruelle. Je la qualifie de nécessaire. Lorsque vous permettez aux gens de vous exploiter indéfiniment, vous n'êtes pas gentil, vous vous rendez complice de leur médiocrité. Vous devenez un obstacle à leur épanouissement et au vôtre. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Brittany, elle avait obtenu une promotion à la clinique vétérinaire et économisait pour acheter un appartement d'une chambre. De petits pas, mais dans la bonne direction. Mes parents apprennent à vivre selon leurs moyens pour la première fois depuis des décennies. Ce n'est pas glamour, mais c'est authentique. Et moi? Je prévois un voyage en Islande le mois prochain. Seul, parce que j'en ai envie. Avec l'argent que j'ai gagné et économisé pour moi. Si cette histoire de transformation et de limites vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires inspirantes sur des personnes qui ont refusé d'être des paillasses et ont décidé de vivre dans la dignité. Car au final, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire une vie si belle que vous en oubliez la colère que vous leur portez. Aujourd'hui, quand je pense à ma famille, je ne ressens ni haine ni satisfaction vengeresse. Je ressens seulement la paix tranquille de celui qui a enfin appris à s'estimer. Et cela, mes amis, est la véritable victoire.